Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Voilà. Donc, je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Sachez que à chaque fois qu'on poste des histoires, ceux qui envoient des histoires là lisent les commentaires. Donc, si vous avez un truc à passer, un message à communiquer à ces intervenants-là, faites-le dans les commentaires, genre H3 pour dire histoire numéro 3, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. H4, histoire numéro 4, il faut faire ci, il faut faire ça. Merci beaucoup. Donc, écoutons les histoires. Première histoire. Bonsoir DMG TV, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, bonsoir à la famille, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez revoir. Vous allez écouter mon voice, en tout cas, bonjour. Ça fait longtemps que je ne viens plus déposer d'histoire vu les commentaires et tout par rapport à ma voix. Vraiment, j'ai été frustrée, du coup, j'avais arrêté. Mais en suivant l'histoire d'aujourd'hui, ça m'a redonné la force et le courage d'encore de venir raconter une nouvelle histoire. Bon, DMG, cette histoire date je peux dire, de 6 ans aujourd'hui parce que je me rappelle, j'avais 19 ans. Un jour, j'attendais ma belle-sœur qui devait venir à Douala parce qu'elle restait à Yaoundé. Et du coup, quand elle est arrivée et tout, bon, entre belle-sœurs, restée chez nous. Après un temps, nous sommes allés groover en soirée. Quand nous sommes y allés, elle a fait la rencontre d'un monsieur, le gars, bon, c'était quelqu'un de bien, donc c'était un ami aussi à moi. Et du coup, on était en train de papoter et tout. Maintenant, le gars dit à ma copine, à ma belle-sœur, que il y a un gars là, il aimerait faire ta rencontre et tout. Bon, en fait, il cherchait une fille pour son ami. Du coup, DMG, bon, comme c'était mon ami, moi, je le connaissais, je n'ai pas vu le mal en ça parce que ma belle-sœur aussi, elle sortait d'une relation vraiment, elle voulait un peu s'enjailler. Et notre génération, c'était aussi, voilà, entre belles-sœurs, ça colle, voilà, ça colle bien. Et du coup, bon, on était d'accord. On était d'accord et tout. Bon, il a dit, OK, en finissant, quand on va finir ici, on va rentrer ensemble. OK, maintenant, au bout du chemin, on arrive à l'entrée d'un quartier et je rappelle que c'est à Douala, je précise, vers la descente de côté, à côté du tribunal. Il y a un couloir là qui est collé au cimetière, donc c'était là-bas. Et du coup, on s'arrête là devant, à l'entrée du cimetière. On longe le couloir tout droit et tout. Dès qu'on longe, après qu'on longe, on entre à la droite. Et quand on entre à la droite, on tombe face à une maison. C'était une belle maison, hein. Quand nous sommes entrés, du coup, la maison était tellement jolie. Et curieusement, DMG, quand je entre, je vois des pièces de 50 sur la table. Je vois les pièces de 50 sur la table. Dans le gars nous a laissé dans cette maison-là et lui, il est parti. Quand le gars part, moi, je reste avec ma belle-soeur. Comme ma belle, c'était là pour lui, donc du genre, je devais faire la rencontre et la connaissance et tout, parce que c'était pas pour coucher ensemble, hein. Non, c'était juste pour papoter, parce que le gars voulait une relation sérieuse. Bon, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et du coup, ma belle-sœur aussi, elle était là et tout, elle était en train de papoter. Bon, les 50 je ne l'ai tellement pas tiqué, mais curieusement, j'ai on peut dire, une force qui m'a dominée. Genre, j'étais faible, au fait. Je suis devenue tout d'un coup faible, comme si on avait absorbé mon énergie et je me suis mise à dormir sans m'en rendre compte. Je vous jure, DMG. Je dormais là sans m'en rendre compte. Et ma belle-sœur était là, elle était prise de panique et tout. Et elle buvait le jus. Bon, je sais pas si, enfin, je savais même pas ce qui s'est passé d'IMG parce que c'est ma belle-sœur après qui me raconte qu'elle me dit que non, mais comment toi, on parlait quelque part, toi tu dors et tu me laisses. Je dis non, mais moi je ne dormais pas. Elle dit si tu dormais. Donc c'est comme si on m'avait assommé, on m'avait mis un somnifère. Donc je me suis assoupie tout d'un coup. Et désolée, j'ai été coupée. Comme je disais, je me suis assoupie tout d'un coup, donc je ne savais même pas que je dormais. Et après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me rappelle plus trop.
Mais ma belle-sœur était vraiment prise de panique dans cette maison. Elle était toute seule. Et elle m'a dit, le gars était effrayant. Et franchement, DMG, c'est quand nous sommes quittés parce que après, elle a pu me réveiller quand le gars s'est levé du salon pour aller dans la chambre, je ne sais où. Mais elle m'a dit, le gars vraiment lui faisait tellement peur. Et du coup, quand elle m'a réveillée, je t'ai dit, j'étais tellement fatiguée. Elle m'a mis le pressing qu'on rentre, qu'elle ne veut plus rester là. Bon, du coup, on a dit au gars que non, comme tu vois, on veut rentrer. Et c'est quand on dit au gars qu'on veut rentrer des MG que le gars s'élève. Le gars était court. Il était court de taille. Très, très court. Et pourtant, quand il était assis, c'est comme si le gars il était géant. Mais quand il se lève, il devient court. On n'a pas compris ça. On n'a même pas compris. Et il nous a accompagnés. Il était 3 heures du matin. Il nous a accompagnés. On a pris la moto. Et voilà, juste pour dire que avant d'entrer chez quelqu'un, prier. Oui, vraiment, il faut prier. La prière, pourquoi? Parce que je me dis, cette force qui m'a appris, c'est que je n'étais pas fatiguée, hein, mais mais c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a affaibli. Je me suis endormie comme ça. Donc, il faut vraiment prier. Je ne sais pas si l'histoire était mystique, mais j'ai voulu vous raconter cette histoire pour vous dire la prière avant de poser vos pieds dans une maison. N'hésitez pas de prier parce que imaginez un peu si, voilà, si peut-être le gars nous faisait quelque chose de mal, là, on ne devait pas connaître. C'est moi seule qui était endormie. Ma belle-sœur n'était pas endormie. Donc, je ne sais pas pourquoi je me suis endormie, mais je ne sais pas. Alors, n'hésitez pas de liker, de commenter et je viendrai pour vous raconter une nouvelle histoire de ma copine qui vit avec un jeans là actuellement. Donc, on est en train de chercher des solutions. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Voilà, je vois ce vocal pour vous raconter mon histoire. Ça s'intitulera L'enfant sorcier. Voilà, depuis, je vous connais, je vous ai rencontré sur TikTok. Et là, j'ai voulu raconter cette histoire depuis des mois et des mois, mais j'ai jamais eu le courage. Voilà. Et aussi, je voudrais que vous faites attention au son pour tous ceux qui montrent. Je respecte tous ceux qui montrent, qui arrivent à quand même raconter l'histoire parce que c'est pas facile. Je me rends compte là. Et les histoires des animaux qui crient, tout ceci, tout cela. Donc, voilà, parce que nous autres, on se cache pour écouter avec les écouteurs. Du coup, ça fatigue au tympan quand on veut écouter l'histoire. Souvent, il y a le vent, le ventilateur. Et bon, si vous pouvez faire attention à tout ça, ce serait idéal. Mon histoire, c'est, étant toute petite, j'étais dans une province avec mon oncle, mon père adoptif et ma tante. Ce sont eux qui m'ont élevée. Et nous étions dans une province de la Côte d'Ivoire, dans une petite ville. Et à ce moment-là, bon, tout allait bien et tout, j'allais à l'école et tout. Et une fois, j'ai fait un rêve où tout le monde, on avait un frère, un cousin qui était très malade et la nuit, il y avait une dame qui est venue dans mon rêve pour demander après mon cousin. On n'a pas pu, on a dit qu'on ne pouvait pas, qu'il n'était pas là. On a dit carrément, j'étais avec deux de mes cousines qui ont dit non, elles étaient tellement catégoriques que non, il n'est pas là, il faut sortir il faut pas rentrer dans la maison. Et on a fermé la porte. Après, après la dame est revenue avec ses vêtements qu'il avait portés. Elle avait porté les vêtements de mon cousin. Que non, nous, on l'attend, il faut qu'il sorte. On dit non, on ne veut pas. Mais on se rend compte que quand on a rouvert la porte, ils ont fait des petites cases, comme s'ils ont encerclé la maison. Mais bon, mes cousines étaient en train de se battre avec cette vieille jusqu'à ce qu'ils l'ont mise dehors et tout. Après, le matin, j'ai expliqué parce que je devais avoir l'âge de quoi, 6 ans, 7 ans. Et ils m'ont dit, j'ai expliqué ce que j'ai vu. J'ai dit comment était la dame, comment était sa tête, comment était son teint. J'ai tout expliqué. Et ils ont dit, effectivement, ils connaissaient cette dame-là et tout. Et quelques temps après, la dame est décédée. Et après ça, nous sommes allés dans une autre province. Nous avons affecté mon père adoptif dans une autre province. Et c'est là-bas que mon cauchemar va commencer. Étant toute petite, j'étais très timide. Et à la maison, il y avait toutes sortes de soucis. Ma tante a comme ça dit que j'étais une sorcière.
Elle disait que j'étais une sorcière et tout, parce que... donc, du coup, moi, je faisais tout pour me faire rebaquer, en fait. À l'époque, quand je partais à l'église, j'étais de ceux qui aimaient tomber pour rien. Genre, quand quelqu'un dit je sens un esprit quelque part, moi, je me mets en même temps à trembler. Je commence à trembler. Si jamais ils viennent sur moi, ils commencent à... Au nom de Jésus, sors, et j'écris, je ne sors pas. Tout ça, pour moi, c'était un jeu. Je faisais des jeux comme ça, on était beaucoup. Bon, je pensais que j'étais la seule à faire ça. Non, pour moi, c'était un jeu. Et à chaque fois qu'on partait à l'église, c'était comme ça. C'est toujours moi qui tombais. Je tombais comme ça. Et je me débattais au point où je suis fatiguée. Et je me repose. Et puis je continue, je me débat. Non, je ne sors pas. Non. Et moi, c'était un jeu pour moi quand j'étais toute petite à l'église. Et moi, ça m'amusait. Et au fur et à mesure, je voyais que ces personnes qui priaient sur moi et qui tentaient de me délivrer, vraiment, n'étaient pas vraiment... Je trouvais qu'ils ne disaient pas la vérité. C'est une seule personne que j'ai vue qu'il il était vrai dans ce qu'il disait, parce qu'il y avait un autre pasteur qui venait d'ailleurs. Et ce pasteur-là, il avait dit quelle phrase-là, pour que nous venions, on devait venir devant l'assemblée pour qu'on prie pour nous tous. Donc, quand nous sommes arrivés, il a prié pour une dame, sur un enfant, une jeune fille qui a à peu près mon âge, qui a dit au nom de Jésus et tout. La dame, la petite a commencé à sembler, comme ce que j'ai l'habitude de faire, quoi. Donc, le pasteur, il dit, si tu continues, de toute façon, je vais te gifler. Je vous assure que ce jour-là, je suis restée tranquille. Il a fait sa petite prière, il s'est allé m'asseoir. C'est là que j'ai vu que je n'étais pas la seule. Et c'est lui que j'ai vu comme un vrai pasteur. Bon, pas que je veux... Non, bon, vous savez ce que je veux dire. Du coup, ma tante me disait tout le temps que j'étais une sorcière. Et le problème, à cette époque-là, je n'arrivais plus à dormir. Je faisais des rêves où on me poursuivait un point. J'étais dans des endroits, je ne comprenais pas. La nuit, et à chaque fois que les gens essayaient de m'attraper, il y a toujours quelqu'un qui venait m'aider. Parce que moi, à l'époque, je jouais, je ne priais pas. Au point où, comme il est d'aller prier, comme il disait de prier, ma tante me disait de prier, tout m'énervait. Enfin, je ne voulais pas aller à l'église, ça m'énervait. Et on avait une soeur, père à son âme, qui a décidé, après, je vais raconter son histoire. Elle priait, elle avait presque le même âge que moi. Elle priait. Elle avait tous les dons. Quand elle avait les dons quand elle avait les prières de délivrance, les prières de chant, tout ça, elle avait ça. Moi, ça m'énervait parce que je dis, voilà, comment on peut se consacrer à la prière. Bon, moi, j'étais enfant. Elle priait tout le temps. Elle priait et tout, mais elle avait vraiment un cœur dur. Voilà, elle avait un cœur dur. Mais après, je vais raconter son histoire. Et moi, étant toute jeune, j'avais même peur de dormir. Donc, comme on m'accablait de sorcellerie, tout le temps me dit que j'étais une sorcière. Arrivé un moment, j'avais peur. Tout ce que je voyais de la nuit, j'avais peur de dire. Du coup, je le gardais en moi. Parfois, j'ai peur d'être couchée simplement. Une fois, j'étais couchée simplement et je dormais avec ma soeur sur un même lit. C'est-à-dire que sur une place, on était deux, on était couchés. Et dès que j'ai fermé les yeux, c'était comme si j'étais couchée dans un endroit. Je la voyais, elle était juste là, mais il y avait une vitre au milieu de nous deux. Et moi, mon côté était rose, tout rose, tout rose. J'étais dans un coin féerique, quoi. Et elle, je la vois, j'étais dans la même chambre, seulement que c'était une vitre qui était juste au milieu de nous. Et moi, mon côté jusque vers la porte, tout ça, c'était rose avec des... Voilà. Et après ça, une fois, dès que je fermais les yeux, je voyais un visage qui vient sur mon visage. Et à ce moment, j'essaie de réveiller ma soeur. Je sais que je suis consciente, mais je ne peux pas parler, je peux rien faire. Je l'arrivais, mais elle ne se réveille pas. Jusqu'à ce que j'écris Jésus et ce visage s'en va. Et des trucs vraiment... Et des trucs, c'est que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait que j'étais sorcière. Parce que moi, le truc, c'est que c'est moi on poursuivait, mais c'est moi on traitait de sorcière. Donc, du coup... Et le truc, c'est que tout le temps dans la maison où on vivait, les gens qui vivaient avec moi... En fait, je savais que ce n'était pas eux. Parce que je savais qu'ils prenaient les visages des gens qui étaient autour de moi pour venir m'attaquer, en fait. Donc, même ma soeur qui était couchée là, qui je priais beaucoup, et je voyais son visage parmi ces personnes donc, qui venaient m'attaquer et tout. Mais je savais qu'en fait, il y avait des petits trucs qui faisaient que je savais que ce n'était pas eux. Et c'était comme ça toute mon enfance. Ce que je voulais dire. Donc, ma maman, elle est une prophétesse, elle prie. Ma maman m'a dit, elle prie, mais elle ne voit rien et tout.
Mais arrivé à un moment, comme c'était trop, cette histoire était trop matante, au point où ça commençait à devenir des histoires. Au point où elle a dit à tous ses amis autour d'elle que moi j'étais une sorcière. Même quand je partais faire les examens, ses amis me disent que voilà, il faut dire à tes amis sorciers de t'aider. Et bon, au début, ça me faisait rire, mais arrivé à un moment, quand j'ai commencé à grandir, ça me frustrait. Ça me frustrait à chaque fois. Et j'ai commencé à plus me renfermer. Le truc, arrivé à un moment, mes soeurs sont venues me chercher parce que ils ont vu que voilà, ça devenait des histoires. Du coup, je suis partie de chez ma tante et c'est là, ma mère m'a dit que, voilà, en fait, à la base, ils voulaient m'initier, mais ils n'arrivaient pas. Et du coup, c'est pour ça qu'ils me disaient ça. Et ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ce problème-là. Ça veut dire que souvent dans le mystique, ils essaient d'avoir le toit de cet enfant. Ils essaient de mettre cet enfant dans leur clan, mais ils n'arrivent pas à le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déstabiliser l'enfant. Si l'enfant baisse sa garde, il se sent vulnérable, ils pourront l'attraper. Donc, ils commencent à mettre autour de toi, ils commencent à te vilipender autour de toi et tout. Et l'enfant, vu qu'il a un enfant et qu'il se sent seul, finalement, il se sent faible. Il ne pourra plus lutter, il ne pourra plus rien faire et finalement, on l'attrape. Donc, ce que je vais dire aux chrétiens, aux musulmans et tout ça, les enfants sont des victimes. Quelque chose qu'ils ont fait sont des victimes. Un enfant n'a pas choisi d'être sorcier. Un enfant naît, soit il devient sorcier par l'un de ses parents, par l'entourage, par les amis, mais il ne choisit pas d'être sorcier. Pour les grandes personnes, je ne les excuse pas parce qu'une grande personne peut choisir de sortir ou pas. Mais un enfant qui connaît que le mal, c'est difficile pour lui de sortir de la société. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui courent pour prendre les enfants. Imaginez un peu, vous voyez les guerres qu'on fait, les gens aiment prendre les enfants pour faire la guerre parce qu'un enfant, quand tu l'apprends à tuer, il n'a plus de sentiments. Il n'a aucun, parce que c'est ce qu'on lui a montré. Si tu montres l'amour à l'enfant, l'enfant connaîtra l'amour. Mais si tu montres la haine à l'enfant, il est capable de planter un couteau dans le corps de son frère parce qu'il ne sait pas. Les enfants sont des victimes. J'ai vu dans une histoire, une de vos histoires, je ne sais pas, où il y avait une petite, il y avait un groupe de chrétiens qui traitait une petite fille de sorcière et ils ont chauffé un fer à repasser pour mettre sur son dos, du genre parce que ça n'a pas brûlé son dos, c'est que c'était une sorcière. Donc, bon, ce que je voulais savoir, si ça avait brûlé son dos, si ça avait laissé une grosse plaie sur son dos, là, ils allaient savoir qu'elle n'était pas une sorcière. Donc, je vais dire aux gens qui sont croyants d'arrêter d'être inhumains. On est croyant, on est musulman, on est chrétien, c'est les deux religions, pas de l'amour. C'est ce que moi je sais. Non, normalement, là, même si la personne a fait du mal, comment. Mais il faut qu'on ait la force, cette force de l'amour que nous avons, cette foi que nous avons là, pour pouvoir dissocier les choses. Parce que quand vous frappez quelqu'un qui est sorcier, un enfant qui est sorcier, ce n'est pas l'esprit que vous frappez, c'est l'enfant que vous tapez. L'esprit, lui, se détache du corps. Et après, c'est après que l'esprit va revenir. Ça veut dire que c'est comme si vous n'avez rien fait. L'esprit, on combat l'esprit par l'esprit. On combat l'esprit par l'esprit. Parce que je ne sais pas, vous dites que vous êtes trop chrétien, vous êtes trop saint, vous êtes trop musulman, vous êtes des saints, mais vous êtes capable de faire pire que les gens même qui disent qu'ils sont sorciers. Vous êtes capable de prendre, de les taper, de les enchaîner des enfants, de les mettre dans des endroits pour ne pas manger. Vous les traitez comme de la merde. Je vois ça m'écoeure parce que ces enfants-là, moi, avant, on me disait tellement que j'étais sorcière que finalement, pourquoi on me laisse en paix? J'ai dit oui, j'étais sorcière. J'ai répondu pourquoi on me laisse en paix? Que j'étais sorcière. Et c'est ce qui se passe. On bat les enfants. Oui, il faut dire, tu es sorcière. Si tu n'es pas dit, dis pas que tu es sorcière. L'enfant, pour avoir la paix, il va dire oui, je suis sorcière. Tout ce qu'on lui dit, il va répéter. Je n'ai pas dit que tous les enfants ne sont pas sorciers, mais je vais dire que la plupart des gens qui accusent les enfants qui sont sorciers, si vous êtes chrétien ou musulman, ayez le discernement. Parce que vous allez pousser plein d'enfants, vous allez pousser plein d'enfants dans la sorcellerie sans vous rendre compte à cause de vos ajustements. Toutes ces personnes-là, ils viennent dans le physique, venir accuser ces enfants-là. C'est parce que dans le mystique, ils n'arrivent pas à voir cet enfant. Comment faire pour faire entrer dans le clan? L'enfant ne va pas venir t'expliquer ce qui se passe parce que déjà même le sang est sorti, vous l'accablez déjà, vous le pointez du doigt, l'enfant déjà a peur. Et du coup, lui seul, il se bat, mais du moment où il se sent vulnérable, c'est fini.
ils vont la voir et il va commencer la sorcellerie. Donc, je voulais dire aux parents de faire attention. Faites beaucoup attention à vos enfants. Faites beaucoup, beaucoup attention. Quand une personne vient vous dire que cet enfant est sorcier, il vaut mieux aller prier pour cet enfant. C'est pour cela qu'on va à l'église, c'est pour cela qu'on va à la mosquée. C'est pas pour faire du mal qu'on va à l'église ou à la mosquée. Donc, je voudrais que ces personnes-là fassent attention. Moi, j'ai été une enfant sorcière d'après tout mon entourage. Mais ces personnes qui m'ont dit que j'étais sorcière aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui veulent que j'ai des aides, qui veulent que je fasse ceci. Et ça me dit rien, tu vois. Ça me dit rien. Tout ça, ça me dit rien en fait. J'ai de la compassion même pour ces personnes-là. Mais je vais dire, je ne voudrais pas que d'autres enfants vivent ça parce que c'est horrible. C'est très, très horrible. C'est ce que j'ai vécu depuis mon enfance. Aujourd'hui, je prie Dieu. J'ai 3 garçons, j'ai 3 enfants. Je m'occupe d'eux. Je fais tout pour ne pas que je leur donne tout l'amour qu'il faut et tout. Une fois, on m'a donné, quand j'ai fait mon premier fils, on m'a donné de la viande dans mon rêve. Dès que j'ai goûté, bizarrement, ça m'a fait comme si c'était mon fils, le truc de mon fils. Pendant près d'1 mois, je n'arrivais pas à manger la viande parce que j'ai juste goûté. Et tout de suite, je n'ai pas pris. Et après ça, tous ces rêves, tous ces trucs, c'est parti tout d'un coup parce que je priais Dieu, je dis Seigneur, je vais oublier parce que ça faisait peur. Ça faisait peur. J'ai dit, je vais oublier. Et ça, comme ça s'est estompé un peu petit à petit jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je rêve plus. Je fais des rêves, mais je ne me rappelle plus. Bon, c'est plus des rêves vraiment, voilà. Donc, je voulais dire à toutes ces personnes de faire attention. C'est pas tout le monde qui est en train d'associer qui sont vraiment des sorciers. Souvent, ils prennent des visages des gens. Souvent, ils vont te dire ta maman est sorcière alors qu'ils ont pris son visage pour aller faire des choses. Et toi, au lieu de prier, de rentrer en prière, mais de partir voir ta tradition, mais de voir, de vraiment faire des enquêtes pour vraiment voir avant de partir. Parce que je vois des personnes qui vont brûler les parents, qui vont tuer, qui font des choses vraiment horribles. Et je me demande, mais est-ce qu'ils sont des sorciers? Entre les sorciers et eux, c'est qui est grave en fait? Donc, faisons attention. Et si nous avons la foi, utilisons notre foi pour avoir le discernement. C'est ce que je voulais dire. Merci DMG. Merci à vous et bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la 3e histoire. Comment il est partagé le principe du remboursement de trop. Comment mourir pour rien. Alors, j'ai plusieurs histoires où ça m'est arrivé comme ça, parce que quand vous êtes porteur de lumière, il y a des pièges qu'on vous fait, et si vous êtes bête, vous allez tomber. Ceux qui sont à Yaoundé ou même au Cameroun ont déjà suivi cette histoire où tu vas dans une boutique, tu fais un achat, tu finis, on te rembourse et on te demande de compter. Et pendant que tu comptes, tu te rends compte qu'on t'a fait un remboursement de trop. Si tu t'en vas avec cet argent, tu vas mourir. Parce que tu as volé en fait. Ce vol, c'est une porte spirituelle dans ta vie qui donne accès à celui qui t'a piégé pour te faire ce qu'il a envie de te faire. Alors, ça m'est arrivé 2 fois. Je vous raconte la petite histoire. Je vais acheter des bijoux. J'aimais bien les bijoux. Il y avait une boutique au marché Mokolo, assez chic. Elle avait des bijoux vraiment chic et pas communes. C'était vrai que c'était une boutique qui était assez... Les prix étaient élevés. Mais ils avaient des bijoux qu'on ne trouvait pas partout. Et j'aimais bien y aller parce que tu es sûr que quand tu as ton bijou, tu ne vas pas, c'est pas, comme me disait une amie, c'est pas tout le monde joue. Donc ce sont des bijoux, quand tu vas les porter, bon, on se comprend. Alors je vais dans cette bijou et je trouve une chaîne de rein. Une chaîne de rein en plaquet or, parce qu'ils vendaient du plaquet or surtout. Et puis ils disent les bijoux de bonne qualité. Ils disent ces bijoux, 10 ans, tu les mets 10 ans, ils brillent toujours autant. Alors je trouve une chaîne plaquet or, une chaîne de rein. Le genre, si tu mets autour des terrains, ça va faire 2 tours de rein en plaquet or. Mais si ça peut être aussi comme un pendant de rein. Déjà, tu portes un pantalon et puis tu mets ça comme chaîne et puis un bout qui pend. Alors, je vois cette chaîne, elle me plaît, mais je ne sais pas pourquoi je ne sens pas l'envie de l'acheter. Pourquoi, je ne saurais vous dire. Je ne sens aucune envie d'acheter cette chaîne. Elle me plaît, je vous dis, elle me plaît, j'ai de l'argent, mais
J'achète mes bijoux, mais j'ai toujours cette chaîne en main, mais je n'ai pas le... Je sais pas, on a négocié le prix, le monsieur m'a donné le prix de la chaîne, mais je ne me décide pas à l'acquérir. Il y a un truc sur cette chaîne qui me... Je sais pas, je n'arrive pas à l'acquérir. Alors, au moment de partir, je fais mes achats, on fait on dit quoi, la facture. Et je paye la facture et le monsieur me remet mes bijoux dans un sac. Alors, vous savez qu'il y a un gros sac où on te remet tes bijoux, mais chaque bijou est dans un paquet spécifique. Il me dit, madame, vérifiez vos bijoux avant de partir. Alors, j'ouvre les sacs, j'ouvre les sacs, j'ouvre les sacs. Et je me rends compte que la chaîne de rein est dans un paquet, au-dessus d'une autre chaîne. Je reste, je regarde. L'esprit de vol qui m'habitait encore à l'époque me dit, maman, voilà, tu hésitais parce que tu disais que non, la chaîne, si elle est un peu chère et tout, voilà, tu peux l'avoir gratuitement. Mais l'Esprit Saint me dit non. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça l'Esprit Saint. Il me dit non, ne fais pas ça. Remets-lui sa chaîne. Je suis là, je suis hésitante. Et le monsieur ne me gère plus, hein. Parce que quand un client hésite comme ça, en principe, vous avez dit, mais madame, et j'étais la seule cliente ce jour. Mais madame, est-ce qu'il y a un souci? Mais non, le monsieur ne se gêne pas pour moi. Alors, je me décide, je sors son paquet et je lui remets. Je lui remets. Je dis, monsieur, vous avez fait une erreur. Ah tiens, ok, merci madame. Et il n'était pas content. En fait, il n'était pas si joyeux que ça. Et je sors, je m'en vais. Autrefois, je vais toujours dans un autre marché. Cette fois-ci, j'allais acheter les rideaux. On fait bien les décomptes. Ma facture, puis à l'époque, j'avais gagné un marché de décoration. Donc, ma facture tournait autour de peut-être 400 à 700 000. Donc, disons, la facture tournait autour de 600 quelque chose. On a tout calculé. Je dis bien, on a tout calculé, les franges, les rideaux, et tout, et tout, et tout, et tout. Et au moment de faire les additions, le monsieur fait une erreur de 150 000 francs. Donc, c'était une facture peut-être de 630 000 comme ça. Et il me dit 470 000, un truc comme ça. Il me donne 400 quelque chose de 1000 là. Ok. Je regarde le monsieur. Oui, genre quand on fait les décomptes là, il a son téléphone, vous avez le vôtre. Lui, il a un Android. À l'époque, vous savez, les iPhones, c'était pas donné à tout le monde. Il a un iPhone. Et moi, je calcule, je regarde dans mon téléphone, je dis, mais attends, le monsieur, si c'est comment? Il fait comment pour calculer que ça donne 400 quelque chose? Je le regarde. Je prends 400 quelque chose, je lui donne, il prend. Il compte, il met dans sa caisse, il ne me gère plus. Il dit, monsieur, vraiment, il y a un problème. Il me dit quoi? Il dit que recalcule. Il dit non, madame, non, j'ai calculé, hein, vraiment, j'ai bien calculé. Hein. Mon téléphone enregistre toutes les factures, vraiment, vraiment, j'ai bien calculé, ça va bien, machin, machin, machin. Il dit que non, recalculer. Alors, quand il tourne son téléphone pour recalculer, je vois bien qu'il a la somme de 600 000 sur le. Sur, vous appelez ça comment? Comme total, avant qu'il tape, il met à zéro. C'est là où je comprends que c'est un piège. Il calcule, il calcule, il calcule, il calcule. Il dit, hey, c'est vrai, madame, vous avez raison. Je compte le reliquat, je lui donne. Papa, j'ai le malheur. Il me dit merci. Non, il avait dit même merci. Il a pris comme ça, même merci, il ne m'a pas dit. J'ai dit, qui est mon frère? Tu viens de faire une erreur de presque 150 000. Je te remets tes 150 000, même me donner même 10 000 pour me motiver. Tu étais obligé de me remettre. C'est ce qu'il me répond. Hein. Tu étais obligé de me remettre. Hey, c'est là que je comprends que, hey, j'ai échappé où? J'ai dit, ok, papa, j'ai compris. Comme je suis sorti de cette boutique, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais mis mes pieds là-bas. Le dernier coup qui m'est arrivé, je vais acheter des sous-vêtements des enfants. Alors, je les prends généralement en douzaine. Donc, je vais dans une boutique, j'explique que je veux des sous-vêtements, telle taille, tel âge, telle qualité, telle matière, en coton. J'ai pris des douzaines par enfant, je prends des douzaines. Alors, quand je finis de prendre les sous-vêtements, le monsieur, il prend mes douzaines, parce que ce jour, j'avais pris 3 douzaines et demie du caleçon. Une douzaine pour... En fait, 3 douzaines et demie, le détail n'est pas important, de caleçon. Quand je prends dans les 3 douzaines et demie de caleçon, il emballe les 3 douzaines et demie, il lance à l'intérieur et il me remet le gros plastique de caleçon. Je reste et je dis que ça, c'est quelle malchance, c'est ça. Le type, il me donne... Donc, il ne se rend pas compte que j'ai acheté juste des caleçons, j'avais acheté peut-être des caleçons de 15 à 20 000. Et il prend tout un gros plastique comme ça, là, il me tend sur la base de quoi?
C'est où j'appelle, dit que monsieur, vous croyez pas que vous avez fait une erreur? Il me dit, madame, il y a un souci. J'ai dit oui. Vous ne pouvez pas me remettre le gros paquet. En fait, le mien, c'est le petit que vous avez lancé à l'intérieur. Il dit, ah, madame, ah, vraiment désolé. Une femme à côté me dit que maman, tu es bête. Quelqu'un te donne tout un sac de caleçons comme ça, plus de 60 000. Au lieu de partir en courant, tu lui dis qu'il a fait l'erreur. Je regarde les jette comme ça, je dis que maman, tu ne sais pas ce que le Bouddha veut faire avec ta vie. Excusez-moi, hein, ceux qui sont Bouddha, excusez-moi. En fait, ce que le commerçant sorcier veut faire avec ta vie. J'ai récupéré mon petit lot de caleçons, maman la paye bien, je suis partie. Commentez, likez, partagez, faites attention. Lorsque vous partez voler comme ça pour venir nourrir vos enfants, c'est pour ça qu'on dit que les péchés seront portés jusqu'à la 4e génération. Imaginez qu'avec ce vol que vous avez fait là, ce gars décide de se servir dans votre maison. Il va rater qui? Commentez, likez, partagez, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMJ, bonsoir à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, likez et partagez sa page, s'il vous plaît. Mon histoire est que j'ai couché avec 2 sœurs jumelles qui étaient des fantômes, bon, des mortes vivantes. À l'âge de 17 ans, j'obtiens mon bac à l'Ouest Cameroun, plus précisément à Baranté, au lycée bilingue de Baranté. Donc je monte à Douala pour continuer mes études. Quand j'arrive à Douala, né d'abord d'une famille de 9 enfants, dont je suis le seul garçon. Vous connaissez la jeunesse, j'aimais frimer parce que mon père il était commissaire divisionnaire et mes soeurs étaient à l'étranger. J'avais 3 grandes soeurs à l'étranger. Bon, déjà, j'aimais frimer. Mon père m'a dit, tu vas aller jouer avec ton oncle. J'ai refusé. J'ai catégoriquement refusé. Il a dit oui, tu vas aller vivre seul. Quand j'arrive à Douala en 2015, oui, 2015. J'ai eu le bac en 2015. J'arrive à Douala. Je trouve une bande d'amis dont nous étions 4. Un jour, on décide d'organiser un voyage à Kribi avec certains amis filles. On a payé la chambre en ligne, tout, payé. Le jour du voyage, on était à l'agence. On a attendu les filles fatiguées. Les filles ne sont pas arrivées. Bon, bref, les filles ne sont pas arrivées. On a décidé que c'est parce que les filles ne sont pas arrivées qu'on va pas aller continuer le voyage. On a continué le voyage. Nous sommes arrivés à Kribi. Bon, je vais taire le nom des boîtes de nuit. Nous sommes arrivés à Kribi ce jour-là, à 18h. Quand on arrive à Kribi, on s'installe bien. On part à la plage. On visite. Ce même soir, on décide d'aller en boîte de nuit. Du coup, on arrive en boîte de nuit. Nous sommes en train de danser, on boit. Du fait de l'alcool, quoi. On monte, on boit. Nous sommes en train de fêter, en fait. On boit. Tout ça. Du coup, j'hallucinais, je vois une femme magnifique, belle, attirante. Moi, en tant que frimeur, je décide de me lancer. C'est où je m'en vais vers elle. Je lui salue, bonsoir ma chérie. Elle ne me répond pas. J'insiste. C'est où elle répond, elle me demande qu'est-ce que tu veux. Je dis, tu me plais. Je l'ai tapé sec, tu me plais, je veux être avec toi. Elle me dit, elle ne peut pas être avec moi. Parce que nous ne sommes pas du même monde. Je n'ai pas prêté attention quand elle a dit, nous ne sommes pas du même monde. Mais moi, j'ai toujours insisté. Elle a dit, d'accord, passe-moi ton numéro. On s'est changé les numéros, on a fait la fête. Elle m'a demandé que je suis à Kribi pour combien de temps. J'ai dit, je suis dans les amis, fait la fête. Nous sommes là pour une semaine. Elle m'a dit, d'accord, elle va m'appeler. Nous sommes quittés là-bas à 3h du matin. On arrive à la chambre d'hôtel. Elle m'appelle à 4h30. Elle me demande si je suis bien arrivé. Je dis, d'accord, je suis bien arrivé. Et elle me dit qu'après moi, elle est partie. Elle dit que d'accord. Je lui demande si demain on peut se revoir en journée. Elle me dit non. Je lui demande pourquoi. Elle me dit qu'elle ne sort qu'à partir de 19h30, 20h. Je dis d'accord, comme je suis là, est-ce qu'à 20h on peut se voir? Elle me demande à 20h, je viens lui chercher. Moi, je ne savais pas, étant homme, mais je voulais, vous comprenez ce qu'il veut pas la dire. Je suis allé lui chercher. Quand j'arrive, il y a un vent énorme qui passe à l'endroit où elle m'a donné. Une chair de poule me traverse le corps. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas comprendre. Il y a les cheveux là qui se lèvent, la chair de poule, mon cœur dit avance, ton cœur dit que ne part pas. Bon, mon gros cœur maintenant, comme c'était la femme, je décide d'aller. Quand j'arrive, je le trouve. Elle me voit, elle dit, c'est comment, elle dit ça va, elle dit qu'on prend la moto ensemble. Quand on prend la moto ensemble,
On arrive dans la chambre d'hôtel où j'étais. J'étais avec les amis, je lui donne l'alcool, elle refuse. On a commencé les blagues. Après, nous sommes tombés sur Action Vérité. On a joué Action Vérité. Elle et moi, elle n'était pas dans son jeu. Elle était focalisée à son téléphone. Elle avait un téléphone. Elle était focalisée sur ça. Mais je lui posais des questions, elle ne me répondait pas. Elle me répondait rarement. Je lui ai dit que bon, je vais t'accompagner. Elle me dit qu'elle ne peut pas rentrer maintenant s'il n'est pas 4 heures. Je dis que mais comment tu vas sortir à 4 heures pour rentrer seule à 4 heures? Elle me dit que je ne m'inquiète pas, qu'elle va rentrer à 4 heures. Je dis d'accord. J'ai engagé le dossier, j'ai eu ce que je voulais sur cette nuit. Elle est rentrée à 4 heures. Le lendemain, je l'appelle, le numéro ne passe pas. J'écris à WhatsApp, je ne reçois aucune nouvelle. Elle ne reçoit pas. À 21 heures, elle est en ligne. J'appelle, le numéro passe. Elle me demande qu'est-ce que je veux encore. Je lui demande qu'est-ce que je veux encore. Elle me dit que tu as eu ce que tu voulais, qu'est-ce que tu veux encore? Je lui demande que je n'ai pas eu ce que je voulais. Moi, je veux une relation avec toi. Elle me dit, tu ne peux pas assumer la relation. Parce que nous ne sommes pas du même monde. Elle me redit encore ça. Je dis que comment? Tu peux me dire que nous ne sommes pas du même monde, comment? Nous sommes tous des êtres humains. Elle me dit que tu ne peux pas assumer la relation. Elle me répète ça à plusieurs reprises. Je ne fais qu'insister. Elle me dit que d'accord. Je vais te faire découvrir ma soeur jumelle. Peut-être qu'elle avait une relation. Mais moi, je ne veux pas de relation. En tant qu'homme à la conquête de la femme, j'ai dit oui, je veux savoir te voir ta soeur jumelle. Quand j'arrive sur le lieu de rendez-vous, le même phénomène se produit. Le même phénomène. J'ai la chair de poule qui me prend, tout ça. J'ai peur même. Pour sa soeur, j'avais vraiment peur. Jusqu'à j'ai décidé de rentrer. Quand je veux rentrer, c'est où elle m'appelle. Je le vois avec sa soeur. Elle se ressemblait textuellement comme 2 gouttes d'eau. Je dis comme 2 gouttes d'eau. C'est où elle me présente sa soeur. Elle dit à sa soeur que je suis son ami. Et je ne prêtais pas attention des lieux où elle me donnait rendez-vous. D'accord. J'ai fait la connaissance de sa soeur. Sa soeur et moi, on a papoté. Mais avec sa soeur, je n'ai pas couché avec sa soeur le même jour. J'ai fait 2 jours. C'est le jour que je rentrais de Kribi que je couche avec sa soeur. Quand j'ai les rapports avec sa soeur, mais je ne me sentais pas à l'aise comme avec celle avec qui j'ai eu les rapports la première fois. Du coup, on rentre sur Douala. Quand j'appelle le numéro ne passe pas. Le numéro passe toujours dans les heures à partir de 21h jusqu'à 4h. À 5h, quand tu appelles, ça ne passe plus. Le numéro passe toujours à partir de 21h jusqu'à 4h. Quand j'arrive à Douala, ce jour, il y a une maman qui me voit en route. Une maman. Elle me dit, mon fils, tu es en danger. Rentre dans ton village, tu demandes qu'on te lave. Nous, en tant que jeunes, je n'ai pas prêté attention. J'ai dit ça, c'est la foutaise. J'ai continué. J'arrive. Quand j'arrive là-bas, je l'appelle. Quand j'appelle, le numéro ne passe pas. Aux alentours de 4 heures, elle m'appelle. Elle me demande que mais pourquoi je la passe le temps à l'appeler en journée. Je dis que mais je t'appelle en journée, ton numéro ne passe pas. Elle me dit que d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Je dis que je veux te voir. Elle me dit que tu es où? Je dis que je suis à Douala. Je lui demande si je peux l'envoyer le transport. Elle vient. Elle me dit non. Elle n'a pas besoin de mon transport. Elle demande qu'elle me voit quand. Je dis demain. Elle me dit que ok. Demain, je vais lui chercher à Deido. Je dis que Deido comment? Moi, je suis loin en Nontan aéroport. Loin vers l'aéroport, tu me demandes de venir te chercher à Deido. Elle me dit que viens me chercher à Deido. Je dis d'accord, je viens te chercher à Deido. Il n'y a pas de quoi. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Le lendemain matin, il y avait la pression. J'ai à mes amis, les filles que j'avais rencontrées à Kribila. Il y a l'une d'elles qui va venir me voir, la première que j'ai rencontrée. En tant que jeune, les gars m'encourageaient. Oh, le boy, Chaziz est là, n'est-ce pas? Tu es le BG, on peut arriver ensemble, tu couvres les femmes, tu nous laisses. Le même soir, la fille m'appelle qu'elle est là, à Deido. Je demande à quel niveau, elle me dit 6 métiers de Deido. Mais quand elle a dit 6 métiers de Deido, moi, j'ai cru qu'elle était en route, quoi.
Il me dit que le cimetière de Dedo. Je dis que d'accord, j'arrive. Je prends la moto, pousse. Cimetière de Dedo. J'arrive au cimetière de Dedo. Elle n'est pas encore en route. J'étais avec un de mes amis là. Elle n'est pas encore en route. Mon ami là me demande qu'il me regarde. Comment la fille a dit qu'on vient nous chercher au cimetière, elle n'est pas encore là. Subitement, elle sort derrière nous. Elle tapote mon ami. Elle demande à mon ami que tu es venu avec Arnold. Mon ami dit oui. Pourtant, elle me voit sur place, elle me demande encore, tu es venu avec Arnold. Mon ami dit oui. Mon ami dit oui, elle dit le voilà. Elle dit que d'accord, on part alors. Elle monte, mon ami monte, je monte. Nous sommes sur la moto, on rentre. On arrive à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle n'a pas la même mine. Elle me dit, j'ai envie de te dire quelque chose, mais si je te dis, tu vas paniquer. Et je ne voudrais pas que tu paniques, parce que je t'aime bien. Je dis que paniquer comment? Qu'est-ce que tu veux me dire? J'insiste qu'elle me dise, elle refuse. Elle dit que je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire, c'est rien. Ce qu'il veut te dire, c'est que quand je vais quitter ici chez toi, on ne va plus se voir. Elle me dit aussi la même chose que la femme là m'a dit. Elle me dit, et cherche à ce que on travaille sur toi. C'est ce qu'elle me dit, cherche à ce qu'on travaille sur toi. Sinon, tu auras des graves ennuis dans ta vie. Je dis, mais comment ça? Je ne prête pas toujours attention. Nous, les hommes, c'est, je voulais les fesses. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et là, on a eu à coucher ensemble encore cette nuit. Bien, même à 4 heures, elle se réveille. Elle me dit, je ne vais pas te le laisser au cimetière de Dedo à 4 heures. Je lui dis, mais tu t'entends parler là? Je ne vais pas te laisser au cimetière de Dedo à 4 heures. Elle me dit que oui. Elle me dit, quand tu venais me chercher là, tu pensais que tu venais me chercher où? Quand j'étais à Kribi. Je dis que si je venais te chercher au cimetière, je dis que oui, tu venais me chercher au cimetière, c'est là-bas que je vis. Quand elle a dit c'est là-bas que je vis, je suis resté glacé. J'étais glacé, la chair de poule partout sur moi. Elle me dit que si tu ne veux pas m'accompagner, tu me dis, et puis je vais aller. C'est où j'appelle un de mes amis, je lui explique la situation au téléphone. Elle est là. Le gars arrive à l'heure là. 4 heures. Le gars vient, il me dit, grand, pas l'accompagner, c'est une femme. Il dit d'accord, on sort, ne couvre pas les motos. Toutes les motos qu'on couvre en route refusent. Elle nous dit, rentrez. Laissez-moi en route, rentrer, je vais aller. J'ai pas dormi cette nuit, j'ai passé toute la nuit à réfléchir. J'explique à tous mes amis, on a réfléchi. Jusqu'à là, je ne comprenais rien. Le matin, je me lève pour aller à l'école. Je m'habille comme d'habitude, j'arrive à la station Total. Il y a un pompiste qui me voit, il me dit, petit frère. J'ai dit oui, quand? Il me dit, va te laver au village, demande qu'on travaille sur toi. Il a parlé ça dans les blagues. Quand je rentre, je m'assois au sol, vraiment, je mets ta réflexion et je dis que mais, 2 personnes me disent la même chose, je ne comprends pas. C'est où j'appelle le père. J'ai dit au père que voilà. Je ne ne néglige pas la tradition. C'est où le père me dit que d'accord, attends, je vais regarder et je t'appelle. Quand le père regarde, il me demande de voyager la même nuit. Dans la voiture, je faisais que rêver de cette 2 filles. Je ne faisais que les voir dans mes rêves. Je ne faisais que les voir devant moi. Je pouvais regarder quelqu'un comme ça 5 minutes et je vois les images apparaître. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais tourmenté. Je n'arrivais plus à dormir. Quand j'arrive à l'ouest, chez nous à Baranté, on m'amène, le cardio-praticien a commencé à travailler avec moi. Il me dit, les 2 filles que tu as eu à connaître dans tes marches étaient des mortes vivantes. Quand il m'a dit ça, je suis resté comme ça. J'étais scandalisé. Je ne parvenais plus à parler. Il m'a dit, ce sont des enfants qui sont morts depuis. Elles sortent comme ça chaque nuit juste pour s'amuser. Et c'est parce que j'ai été gentil avec elles. C'est pour ça qu'elles ne m'ont pas fait du mal. Et elles ont été bref avec moi. Et si on ne travaillait pas sur moi, j'allais suivre. Du coup, on a travaillé sur moi. On m'a lavé, tout. Même jusqu'à là, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Parce que jusqu'à là, quand je suis rentré, je ne partais pas à l'école. Je ne faisais que les voir toujours dans mon sommeil. Toutes les images, je les voyais toujours. Ça n'allait vraiment pas. On allait chez les Pygmées avec moi, à l'est du Cameroun. Parce qu'on est arrivé chez les Pygmées m'ont dit, tu vas les revoir pour la dernière fois pour que vous entendez, pour que ces filles ne te hantent plus. C'est où les Pygmées me disent que vous allez vous voir. Tu vas aller voir elle et sa soeur, tu vas leur demander les excuses pour qu'elle ne te hante plus. Quand on est arrivé chez le Pygmée, il dit, vois encore ces filles, il m'a dit oui.
déglacé. Il m'amène derrière les huttes. Il a travaillé avec moi, travaillé. Il a travaillé sur moi. À 21h, il m'a montré un grand cron. Je suis allé vers le cron, je suis resté là-bas. 5 minutes, les filles ont apparu. Les filles m'ont dit, Arnold, on n'a pas voulu te faire du mal. Tu étais quelqu'un gentil. Moi, je me disais dans ma tête que mais les filles, si j'étais gentil, comment? Pourtant, moi, à Douala, on m'appelait le frimeur. T'es gentil comment? Tu étais gentil, on ne voulait pas te faire du mal. On t'excuse, pas évite ta vie normalement. Elles ont disparu complètement. Depuis ce jour jusqu'à présent, je n'ai plus l'image de ces filles dans ma tête. Mais j'ai toute l'histoire qui reste. Je n'ai plus l'image de ces filles dans ma tête jusqu'à présent. Depuis ces jours, je n'ai plus jamais rêvé de cette fille. Depuis que nous sommes quittés à l'Est, j'ai dit c'est fini la vie du dehors avec moi. Depuis ces jours jusqu'à ce que je voyage pour le Canada. C'était fini avec la vie du dehors comme ça. Quand je vis au Cameroun, c'est dedans. Je passe mes journées dedans. M'asseoir dedans. Il parlait me balader en journée, mais c'était bon. J'ai dit beaucoup de gens qui ne croyaient pas aux fantômes là. Méfiez-vous de Kribi surtout. Méfiez-vous de cet endroit. Pour tous les jeunes qui aiment la vie là, méfiez-vous. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Les amis. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, à toute ton équipe, bonjour. À la famille aussi, je vous dis bonjour. J'espère que mon message vous trouve en bonne santé. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien. J'ai la voix un peu cassée parce que je viens de me réveiller. Aujourd'hui, c'est journée grasse matinée parce que aujourd'hui est dimanche. Donc, je vais vous expliquer un peu une histoire. Je vais appeler cette histoire... je sais pas quel nom donner, mais bon, j'y raconte l'histoire quand même. C'était en quelle année déjà? Je pense que c'était parce qu'en ce moment, je travaillais dans un salon, j'avais pas encore mon propre salon à moi. Et je travaillais dans un salon, tout et tout. On était au moins 6 filles là-bas à travailler dans ce salon. Et ce jour-là, j'étais encore avec mon ex-mari. On n'était pas encore séparés. Donc, c'était le 24. Donc, le 24, quand je viens au travail, il me donne de l'argent parce que le salon se trouvait dans un marché. Donc, il m'a donné l'argent pour faire les courses de la fête du 25. On allait faire un peu la cuisine, inviter des gens, tout et tout, des amis. Donc, je prends l'argent et je viens au travail. Et quand j'arrive au travail, il m'avait remis 30 000 francs pour faire les courses, pour faire le marché. Donc, je prends mes 30 000, je viens au travail et normalement, c'est dans l'après-midi, je partais faire mes courses. Et quand je viens, mes collègues me demandent on t'a remis un peu d'argent pour le marché. J'étais petite quand je me mariais, donc du coup, j'étais contente. J'ai dit oui, on m'a remis de l'argent et on me dit combien? J'ai dit on m'a remis 30 000 francs. Et elles étaient en train de rire, la mariée. Hein. Donc tout le monde me dit que c'est bien. Et puis je montre les 30 000 francs. Nous tous on rit, on était entre jeunes filles. Voilà, on était entre jeunes filles. Et on avait en tout cas, la même tranche d'âge. Et on commence à travailler. Donc, c'est comme tout le monde savait que j'avais les 30 000. Donc, on commence à travailler, mais on a une collègue qui avait 2 enfants. Et celle qui avait les 2 enfants, là, malheureusement, ça n'allait pas du tout chez elle. Souvent même, on était obligé de cotiser les midis pour qu'elle puisse manger. Voilà, on cotisait pour elle pour qu'elle puisse manger. Donc, pendant les périodes de fête, souvent, on cotisait pour acheter des habits pour ses enfants. Pour ses 2 enfants, ça n'allait pas chez elle. Le papa aussi de ses enfants ne travaillait pas. Donc, du coup, c'était une histoire. Franchement, elle n'avait pas une vie facile. Donc, cette fille-là, quand elle vient le matin déjà, et elle nous disait, elle a pleuré d'abord pour nous faire comprendre qu'elle ne savait pas comment faire parce que le 25, les enfants doivent être habillés. Les enfants ne connaissent rien et tout ce qu'ils savent, ils veulent se saper. Donc, elle ne savait pas comment faire. Elle dit qu'elle avait honte parce qu'elle ne savait pas cette année-là comment elle allait faire pour habiller les enfants. Pourtant, on était le 24, le lendemain était le 25. Et nous tous, on lui a dit de se calmer, ça va aller. Si dans la journée, ça marchait un peu, on allait voir comment faire. Donc, quand elle s'est levée,
On s'est dit, entre nous, on s'est concerté pour se dire, ah, on allait mettre un peu d'argent de côté, chacune allait cotiser. Je pense qu'on avait dit 5 000, je sais plus, j'ai oublié, mais on allait mettre ça de côté comme on était 6 pour lui donner, pour qu'elle puisse prendre un petit truc pour ses enfants. Quand je montrais mes 30 000, la fille était là. Et après, on commence à travailler, on oublie tout. Moi, aux environs de 16 heures, je devais aller faire mes courses rapidement pour ne pas que après je n'ai pas le temps. Donc, je, je prends mon sac, je regarde, je vois que les 30 000 francs n'étaient pas là. Et la fille, je tiens à vous souligner que la fille qui avait pleuré matin, on l'avait consolée, tout et tout. Arrivé un moment, on a vu qu'elle est partie acheter des habits pour ses enfants. Et nous tous, on disait, hey, toi, tu pleurais là, tu as eu l'argent. Ou elle dit, hey, Dieu m'a béni. Donc, nous, on se disait que peut-être quelqu'un lui a envoyé l'argent, ou bien le papa des enfants a pu avoir quelque chose pour l'envoyer. Pourtant, c'est mes 30 000 là, elle avait pris. Elle avait volé les 30 000 que moi j'avais. Pourtant, dans les 30 000 même, j'avais prévu lui donner 5 000. Donc, je commence à chercher et je voyais pas, je ne retrouvais pas. Et ce jour-là, je n'étais pas venue avec autre argent au marché. C'était juste mon argent de manger et de midi. Et puis, tu sais comment on appelle, l'argent pour faire mon petit marché pour la fête. Donc, on commence à chercher l'argent partout. Tout le monde était étonné. Et bizarrement, nous tous, on se retourne vers elle. On savait que c'était pas normal qu'elle commence à acheter des chaussures pour ses enfants, des robes et puis quelques petits trucs. En tout cas, elle a fait quelques achats. Voilà. Et franchement, des chics trucs même qu'elle est venue nous montrer. Mais après, on ne retrouve pas mon argent. Et là, ce qui va arriver dans une histoire de plaisanterie. Et il y a une fille qui s'élève, elle dit non, mais l'argent de Alima ne peut pas se perdre comme ça. Que c'est pas possible, l'argent ne peut pas se perdre comme ça parce que, comment on appelle, la fille, elle doit aller faire son marché. Toujours, il y a de l'argent qui se perd ici, 2 000, 3 000, 5 000, mais cette fois-ci, quand même, vous n'allez pas venir prendre les 30 000 de la fille, que c'est pas normal. Et la fille, tout d'un coup, elle s'élève, celle qui parlait, une collègue, elle prend de l'eau. Elle prend l'eau et puis elle dit, bon, et comment on appelle? La personne qui a pris l'argent là, nous tous, on va parler sur l'eau. Et la personne qui a pris l'argent là, on va voir ce qui va se passer. Donc, que la personne se déclare ou bien nous tous, on parle sur l'eau. Moi, je disais non, laissez tomber. Demain, mon mari va me donner l'autre argent encore. Je vais venir faire mon marché. Tout le monde disait non, trop, c'est trop. J'ai fait des plaisanteries, ça a commencé à aller vite comme ça. Et la fille prend l'eau. Elle dit en tout cas, moi, je parle parce que je reconnais que je n'ai rien fait. Donc, du coup, je vais parler. Celles qui ne vont pas parler là, ce sont elles qui ont volé l'argent. Et l'autre, celle qui s'est levée pour parler, elle prend l'eau. En même temps, elle dit, ah, moi, je me lave avec de l'eau. Je mange la nourriture que je mange est préparée avec de l'eau. Tout ce que je fais, il y a l'eau dedans. Donc, si c'est moi, j'ai pris cet argent, que telle chose m'arrive. DMJ, la fille dit ça. Et quand elle finit, elle donne l'eau à une autre. Et cette dernière parle. Moi, je me la... Et elles ont commencé à répéter la même chose. On était 6. Donc, les 4 ont répété. Il restait moi et celle qui avait volé l'argent. Et elle a dit non, elle ne peut pas parler sur l'eau parce que eux, chez eux, on ne parle pas sur l'eau. Moi, je disais, laissez tomber. Tout le monde dit non, aujourd'hui, on ne laisse pas tomber. Donc, du coup, au fait, comme de la plaisanterie, mais on ne savait même pas réellement ce que... Je ne sais pas, on ne se rendait même pas compte de ce qu'on faisait. Je me suis rappelé de cette histoire et puis je me suis dit, mais depuis, je n'avais même pas raconté ça sur l'émission de DMJ. Et comment on appelle? La fille, tout le monde dit, si tu prends pas, si tu parles pas sur l'eau, tu vas rembourser les 30 000 de la fille parce que c'est son argent du marché. On ne va pas accepter ça aujourd'hui. Et notre patron était là ce jour-là. Notre patron dit, c'est que vous pouvez faire la fête parce que trop, c'est trop. Moi, mais on me vole ici. Et aujourd'hui, je suis chrétienne. Mais si vous avez décidé de parler sur l'eau, même moi, je vais parler sur l'eau. Et la patronne prend aussi, elle parle. Donc, du coup, la fille était obligée de parler sur l'eau. Elle aussi, elle va dire la même. Elle prend l'eau et elle prend l'eau, elle dit moi là, ce qui est sur moi, je ne sais pas quoi dire. Ce qui est sur tout ce que vous avez dit là, si c'est ça là, tout aussi naka. Tout le monde dit parle bien, elle dit je parle plus. Ça a failli devenir parlable, mais et moi, on me donne l'eau parce que c'est mon argent qui était perdu. Et je prends l'eau, je ris. Au fait, je voyais ça comme de l'amusement. Et j'ai dit, bon, moi,
Et c'est mon argent qui est perdu. Tout le monde me regarde. J'ai dit, donc là, moi, je ne sais pas, mais la personne qui a pris mon argent, je ne veux pas que la personne meure, je ne veux pas que quelque chose de mal et de mauvais arrive à la personne, mais tout ce que je veux que la personne ait honte. Écoutez bien, je veux que la personne ait honte et que ses 4 dents d'en haut quittent et que ses 4 dents d'en bas quittent. Ses 4 dents de bas là quittent et ses 4 dents d'en haut quittent pour que ça bouge là quand la personne parle. Et quand je parlais, tout le monde dit, tu es bête, hein, tu ne peux pas dire autre chose. Nous tous on riait, on dit, mais Alima, tu es vraiment bizarre. J'ai dit, franchement, c'est tout ce que je souhaite à cette personne-là. Moi, je veux juste que la personne ait honte, mais pas de malédiction sur la vie de la personne. Et elles ont ri. Quand on a fini, celle qui avait puisé l'eau pour parler, là, a versé l'eau. DMG. On ne savait pas ce qu'on venait de faire. Le 25 passe, personne ne vient parce que c'est la fête. Mais le 26, vu que nous sommes des coiffeuses, le 26, on était là. Et quand on vient le 26, chose bizarre, la fille ne vient pas. Et nous tous on dit, oh, celle-là, comme elle sait qu'elle a volé l'argent, elle a honte, c'est pour ça qu'elle ne vient pas. Et je précise une chose aussi. J'ai dit, la personne ne reste pas à la maison. Hein, que la honte l'a fait que la personne prend ses dents, sa bouche vide là pour venir au salon ici pour que nous tous on puisse voir. Donc ça faisait rire tout ce que je disais et on pensait que c'était de l'amusement. Donc le 26, elle ne vient pas. Le 27, elle ne vient pas. Le 29, elle ne vient pas. Donc, nous tous, on s'est dit, mais celle-là, elle a quoi? Et on l'appelle. Elle nous dit, non, et je ne me sens pas trop bien, ma bouche me fait mal. Au fait, nous-mêmes, ce qu'on a fait là, on a déjà oublié ces trucs banals qu'on a fait. Et on a oublié ce que les autres se sont dit que si quelque chose doit arriver, c'est ce qu'elles ont dit, mais pas ce que moi j'ai dit là qui va se réaliser parce que moi, j'ai dit ça même en riant. Et tout le monde dit, mais même si tu ne te sens pas trop bien, appelle au moins pour dire. Elle dit, non, moi, mais j'ai décidé de venir là-bas. Et le 30 matin, on voit la fille vient DMG. Ses 4 dents d'en haut étaient quittées. Ses 4 dents d'en bas étaient quittées. Et là, j'ai eu froid tout d'un coup. J'ai eu peur. Sa bouche était enflée. Ses lèvres étaient enflées. Au fait, franchement, j'étais dépassée. Je me suis dit, mais c'est pas à cause de 30 000 quand même. On a parlé sur l'eau pour que la fille meure. Et si elle mourait? La fille pouvait mourir parce qu'on avait parlé sur l'eau sans même savoir ce qu'on était en train de faire. Et quand elle vient, on était tous glacés. Elle vient, elle avait des sachets. Elle était même quittée à l'hôpital. Il y avait des sachets dans sa main. Elle nous disait, elle dit, quand je vous disais que j'étais malade, le jour où je suis quittée ici, le lendemain matin, ma bouche était enflée, même ma gorge, tout mon cou était enflé et on ne savait pas ce que j'avais. Mes gencives étaient enflées et puis mes 8 dents sont quittées. En fait, c'était comme un rêve. Et nous tous, on disait, mais est-ce que ça va? Et moi, je suis restée tellement triste. Pour 30 000 francs, ce que j'ai dit allait agir sur la vie de la fille. Heureusement que je n'ai pas parlé de la mort. Heureusement que je dis, cette chose ne va pas la maudire toute sa vie, mais c'est juste, je voulais que ses dents quittent pour qu'on sache qui a pris l'argent. Elle dit, j'étais juste venue vous montrer que je ne me sentais pas bien pour rentrer. Quand elle est rentrée, on est resté au moins silencieux. Tout le monde est resté silencieux pendant 1 heure. Et quand je me suis levée, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, ah, voici ce qui m'arrive. Que voilà ce qu'on a fait. Ma maman dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne sais pas qu'avant là, nos ancêtres, avant, les parents adoraient l'eau. Que ce soit chez ton papa, que ce soit chez moi. Aujourd'hui, nous tous, on va à l'église, mais c'est des choses qu'on ne fait pas. Prends l'eau et reparle encore pour retirer ce que tu as dit. Et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va à l'église, mais je ne sais pas ce que tu viens de provoquer. Et maintenant, je prends l'eau. Là même, j'étais seule, je prends l'eau, je parle, je demande pardon. Franchement, je ne savais même pas. La fille, elle n'est plus jamais revenue au travail. Elle n'est plus revenue au travail. Je ne sais pas si cette histoire-là, même si ça me suit encore, parce que c'est comme c'est quelque chose que je suis allée lire. Je ne sais même pas DMG. En tout cas, pour ceux qui vont être dans les commentaires, si quelqu'un, aussi je suis allée m'attirer des choses encore d'avant, je ne sais pas. Mais quand j'ai dit ce que j'avais dit ici, en disant que ces dents quittent, tous ces dents sont quittées, ces 8 dents sont quittées. Mais 2 ans après, j'ai vu cette fille, ils avaient remplacé ses dents qui étaient quittées. Elle est même venue en ce moment, j'avais eu mon salon. Elle était passée me saluer pour me dire qu'elle allait bien. Et tellement on était dépassés, on n'a même pas pu parler. On avait une voisine à côté qui m'a appelé. Elle m'a dit, toi, tu viens d'où? Quand je lui ai dit, elle m'a dit, ce que tu viens de faire là, ne fais plus jamais. Elle dit, ne t'amuse plus jamais avec l'eau.
Et appelle tes parents s'il y a des choses à faire. Ils n'ont qu'à rompre ça rapidement parce que peut-être c'est des liens même que tu viens encore de tisser. Plus jamais ne prends plus ta bouche pour maudire parce que tu as un truc en toi et c'est ce qui fait que tout ce que tu dis, ça peut agir sans que tu t'en rends compte. Donc ne fais plus jamais. Quand les gens font les choses, toi, ton papa est burkinabé, tu n'es même pas ivoirienne. Et quand les filles ivoiriennes sont en train de faire les choses, toi, tu te mets dedans. C'est cette femme qui me disait ça, que plus jamais je vais te voir faire ça. Que depuis moi, je te remarque il y a longtemps, tu as un truc en toi, mais tu sais pas. Mais faut pas souhaiter des malédictions à quelqu'un. À chaque fois que tu parles à une personne, faut souhaiter que des bonnes choses aux gens. Parce que quand tu dis des malédictions, ça prend. Même quand tu pleures, ne souhaite jamais des mauvaises choses à quelqu'un. Je lui ai dit, j'ai compris, tanti. Et je suis quittée là. Mais franchement, cette histoire m'a attristée. Et c'est une manière de dire que souvent, il y a des choses qu'on ne doit même pas souhaiter. La parole. C'est pour ça qu'on dit le commencement était la parole. La parole, là, les choses qu'on dit. Et surtout sur l'eau. C'est des choses qu'on ne fait pas. On ne doit jamais faire ça. Donc voilà, c'était mon petite histoire. Vraiment, faites beaucoup attention. Même on ne s'arrête pas comme ça pour pleurer, pour parler. Faites vraiment, vraiment, vraiment attention à ce que vous faites. J'avais oublié cette histoire, sinon je l'aurais racontée depuis. Mais vraiment, faites attention. Donc, vraiment, c'est pour ça que je disais que je ne sais pas quel nom donner à mon histoire parce que voilà un peu. Donc, bon, Dieu merci, aujourd'hui, la fille, elle va bien. Elle s'est même mariée, elle a eu d'autres enfants. Franchement, je m'en suis en voulu parce que ses dents étaient quittées pour juste 30 000. 30 000 francs. Et si je disais quelque chose de pire, peut-être qu'en ce moment, elle serait morte. Donc, faisons beaucoup attention. La parole fait beaucoup de choses. Donc, voilà, c'était mon petite histoire encore. C'était la petite étoile de l'Éternel, la petite lumière du Seigneur. Donc, voilà, prenez soin de vous et que la main de l'Éternel soit sur vous. Likez, partagez. Voilà, ça peut sauver certaines vies aussi. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si toi, tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.